Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA pour une émission exceptionnelle. On a le plaisir d'accueillir Alan McNish. Bonjour Alan. Bonjour. Votre accent laisse penser que vous êtes peut-être écossais, non? Oui, un petit peu écossais. Mais vous parlez très bien français, je merci vous en beaucoup. félicite. Vous êtes le patron de Audi Sport, donc Formule I. On aura l'occasion de préciser ce qu'il en est. À vos côtés, Estelle Perrier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur R&D Michelin. Vous nous expliquerez aussi. Juste à ma droite, Olivier Leroy, bonjour. Bonjour. Responsable marketing chez Feint. Et juste à vos côtés, Gilbert Grenier, bonjour. Bonjour. Gilbert Grenier, vous êtes enseignant, mais vous êtes surtout juré du CIMA Innovation Award. Alors peut-être Alan, il faut commencer en m'expliquant, c'est quoi la Formule I? C'est quoi les caractéristiques de la Formule I? Les caractéristiques, c'est très spécifique. C'est la première série d'électrique pour les voitures. Et aussi, pour ça, c'est toujours les courses dans la ville. Donc, ce n'est pas normal parce que normalement, pour les courses au circuit, dans les campagnes, quelque chose, mais pour Formule E, c'est dans la ville. Par exemple, nous avons la prochaine course à Hong Kong et après ça, retourne en Chine et retourne en Europe, à Rome et puis à Paris, ici à Paris. Donc, pour ça, avec c'est un jour, juste un jour, c'est nécessaire. Nous faisons beaucoup de préparation et aussi simulation avant la course. Et pour moi, c'est très exciting. Et aussi, nous avons avec Michelin un bon partenaire pour développer les pneus et aussi la voiture pour les futurs. Alors, il faut que je rappelle que effectivement, vous êtes un grand champion. Vous avez gagné 3 fois les 24 heures du Mans. Vous êtes dans le Hall of Fame, donc aux 24 heures du Mans. Vous êtes champion du monde d'endurance. Ouais. On retrouve les mêmes sensations. On prend du plaisir à conduire la Formule I. C'est un petit peu différent. Maintenant, je ne suis pas un pilote, je suis le patron d'équipe. Mais avant, quand j'étais un pilote, j'étais sur le podium toute seule et c'était important. Mais pour nous, j'ai roulé maintenant 22 ans avec les pneus de Michelin. J'ai beaucoup d'expérience avec mes partenaires ici. Mais j'ai arrêté le carrière comme pilote en 2013, au fin de 2013. Ma dernière course, c'était quand nous avons gagné le champion du monde. Et pour moi, c'était le bon temps pour changer le livre. Et maintenant, j'ai beaucoup de feeling pour les sports et aussi comme le patron de Audi. Alors, Formule I comme électrique, concrètement, c'est le problème d'autonomie. On peut se poser la question, est-ce que l'autonomie est suffisante sur ces machines? Oui, c'est très important pour nous parce que maintenant, comme tout le monde, c'est nécessaire nous changeons un petit peu la méthodologie de travail et aussi pour la préparation. Donc, nous avons 2 simulations pour l'autonomie. Un, avec juste une simulation de le moteur électrique et aussi le châssis. Et aussi le deuxième, avec le pilote dans le système, dans le loop, driver in the loop. Donc, avant chaque course, nous faisons beaucoup de simulations parce que chaque course, c'est seulement un jour. Et c'est très important, nous faisons tout ça avant la course et aussi après la course aussi. Donc, pour moi, c'est une grande chose pour le futur. Alors, on sent effectivement que ça se développe très fort. Tous les constructeurs rejoignent aujourd'hui la Formule I? Oui, il y a beaucoup de constructeurs. Il y a les anciens constructeurs comme Audi, par exemple, BMW, Porsche vient. Porsche, c'est un constructeur d'agri aussi dans l'histoire. Et aussi la nouvelle, par exemple, la Mahindra, c'est un constructeur indien au NIO de Chine. Donc, pour ça, c'est très différent que tous les autres championnats. Bon. Estelle, pourquoi Michelin, justement, a fait le choix de s'impliquer dans la Formule I? Tout simplement parce que c'est un challenge technologique formidable. L'opportunité d'accompagner le lancement d'un nouveau championnat, donc c'était pour la saison 1 en 2014. On se devait d'être là. On est promoteur depuis de nombreuses années de la mobilité durable. Donc quelque part, participer à ce championnat, c'est l'opportunité pour nous de montrer que nous avons des technologies qui accompagnent les gains d'autonomie au niveau des véhicules. Bon, alors vous avez travaillé notamment donc, sur le pneu adapté, le pilote sport. Est-ce que vous en parlez un petit peu plus? Alors, le premier aspect, la première spécificité, en fait, c'est la dimension. On est, comme vous le voyez, sur des pneus 18 pouces. C'est vraiment très différent de la Formule 1 où nous étions en 13 pouces. L'avantage du 18 pouces, c'est d'une part la proximité avec les véhicules de série. Vous et moi avons plutôt des pneus de cette dimension. Le deuxième aspect, c'est méconnu, je pense, c'est l'efficacité énergétique extraordinaire
des 18 pouces. Il y a moins d'efforts de mise à plat nécessaires, donc du coup, des gains sur cet aspect-là. Alors, outre la dimension, il y a d'autres aspects intéressants. Vous l'avez remarqué, ce pneu Formula I, il est sculpté. Et ben, ça nous permet d'avoir un pneu polyvalent capable de faire le sec et le mouillé du fait de sa sculpture. Un autre point qui est intéressant, c'est comme on a un pneu sculpté, on n'a plus besoin de couverture chauffante, puisqu'on peut engendrer plus d'efforts dans l'air de contact et le pneu se met de lui-même en régime. On n'a plus besoin d'avoir ces couvertures chauffantes, donc c'est intéressant pour l'environnement de s'en passer. Alors, c'est vrai qu'on est ici dans le cadre du CIMA. Je sais que vous connaissez bien les pneus agricoles, agraires aussi. Oui. On peut faire une passerelle un peu entre les deux ou pas du tout? Bah, bien sûr, c'est la raison de ma présence et de la photo là, que vous verrez dans le hall 4 où je suis coupée en deux entre la Formula I et puis l'application agricole. Notre ambition, c'est de montrer qu'il y a des réelles synergies, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des méthodes de conception. En particulier, on en parlait tout à l'heure, la simulation est super importante. Comment limiter notre empreinte carbone? Eh ben, en faisant de plus en plus de simulations et, je dirais, en réduisant le nombre de protos nécessaires. Bon, alors justement, on va faire le lien aussi avec les tracteurs. Justement, chez Fendt, vous avez déjà présenté le i100, c'est un tracteur électrique. Alors effectivement, là on est sur, en gros, si vous vous souvenez Jean-Paul, en septembre 2017, on vous présentait en avant-première de l'Agritechnica le Fendt i100. Donc là, qui plus est, le premier tracteur électrique, ou tout au moins 100% électrique de sa génération. Alors là, c'est un tracteur qui a une taille somme toute assez modeste. On est sur l'équivalent d'un tracteur vigneron fruitier. Par contre, le gros intérêt de ça, c'est que ça permet d'avoir des réelles perspectives d'utilisation, étant donné que cette machine va avoir une capacité, ou tout au moins une autonomie, de l'ordre de 8 heures. Donc là, on est à même de couvrir une journée de travail, notamment avec des tracteurs qui vont être plutôt susceptibles de travailler au contact direct du produit fini, tel que dans la vigne, tel que dans des champignonnières, ou tout un ensemble d'autres cultures vraiment spécialisées et surtout à forte valeur ajoutée. Gilbert Gonier, vous balayez un peu l'innovation. Est-ce que pour vous, l'énergie électrique, c'est l'alternative au GNR? Ah bah, complètement. Ça fait même plusieurs années qu'au niveau du CIMA, on voit monter la tendance. La première fois où on a vu apparaître cette tendance, c'est avec le tracteur NH2 de New Holland. Donc un tracteur qui marche à l'hydrogène et donc forcément la motorisation derrière elle est purement électrique. Mais on l'a vu aussi sur d'autres évolutions. On l'a vu sur les machines elles-mêmes. Et puis aussi en viticulture sur les enjambeurs. Maintenant, on a des enjambeurs purement électriques, on en a 2 fabricants en France. Et c'est vrai que pour les utilisateurs, il y a la notion de confort, il y a la notion d'environnement. Environnement, bah, je pense à un château qui s'appelle Pape Clément à côté de Bordeaux, enfin à Pessac exactement. Les vignes sont entourées de maisons. Et pour travailler le dimanche, bah, avec un diesel, c'est pas possible. Les gens prennent l'apéro et ils hurlent dès que le tracteur se met en route. Avec un moteur électrique, une motorisation électrique, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit, on peut faire du travail. Et surtout, je dirais que par rapport au tracteur, c'est le remplacement du moteur diesel par d'autres sources d'énergie essentiellement renouvelables, hydrogène, méthane et autres. Et également, au niveau des machines, c'est la possibilité d'avoir des machines qui se passent d'hydraulique, qui n'ont pas les risques de pollution diffuse, qui ont un meilleur rendement énergétique. Là, on revient sur le problème de rendement énergétique. Et aussi, on est dans des travaux de plus en plus fins, de plus en plus précis. L'agriculture de précision, c'est pas que de la carto, même si c'est important la cartographie. Il faut faire un travail très fin. C'est-à-dire qu'en gros, on a des plantes avec des semences à haute capacité. Et bah, c'est un peu comme si on faisait rouler une Audi ou une Ferrari dans un chemin de terre. Donc si on veut faire un semis de qualité, eh bien, il faut passer par des semoirs dont tous les actionneurs sont électriques. Ce qu'on a maintenant sur beaucoup de marques. Olivier Leroy, Gilbert a cité votre concurrent, j'ai vu que vous avez tiqué. C'est vrai que vous n'avez pas choisi d'autres alternatives. Il pourrait y avoir le biogaz. Enfin, pourquoi vous avez choisi l'électrique en particulier? Là, très clairement, on a vraiment choisi la source d'énergie qui est, on va dire, la plus vulgarisée à l'échelle mondiale. Et surtout que nos agriculteurs ou aussi municipalités, par exemple, lorsqu'on en a présenté le i100, on a été rapproché par la ville de Paris, la ville de Munich pour bénéficier de prototypes. Et très clairement, il est plus facile, je pense, en plein cœur de Munich ou de Paris, de se fournir en électricité potentiellement qu'en méthane ou autre énergie de ce type.
Gilbert, c'est quoi les freins au développement? Qu'est-ce qu'il faut lever encore comme verrou? Les freins, si on est purement en stockage électrique, hein, c'est-à-dire pour être clair en batterie, le frein c'est le prix des batteries, c'est le coût énergétique d'extraction du lithium par exemple et la pollution que ça engendre, ça on ne peut pas le négliger. Donc les batteries c'est une voie intéressante. Et en particulier parce que ça peut être un circuit court de l'énergie, c'est-à-dire que l'agriculteur, de plus en plus, il peut être équipé soit d'éoliennes, soit de panneaux solaires sur les hangars, et avoir sa propre énergie avec un coût de l'énergie qui est entre 3 et 10 fois moins important que du gasoil. Et il la fabrique lui-même, il n'y a pas de taxe dessus, etc. Mais bon, effectivement, le coût de stockage reste important. Ceci dit, on a beaucoup de labos de recherche qui sont sur l'affaire et on entend parler ici et là d'alternatives au lithium. Pour l'hydrogène, ça marche très bien l'hydrogène. On a même une nouvelle voie ferrée, enfin une ligne en Allemagne, dans le Bade-Württemberg, où les autorails sont à pile électrique. Pile à combustible à hydrogène. Bon, sur le prix d'un train, la motorisation hydrogène est un peu marginale par rapport au prix du train. Sur un tracteur, c'est encore pas possible. Donc là aussi, le frein, c'est de remplacer le platine par autre chose. Parce que le platine reste de cher. Et pour le méthane, c'est le volume et la compression du méthane. Et la bonne nouvelle, c'est quand même le fait que les coûts d'entretien sont très inférieurs, c'est ça? Alors ça n'a plus rien à voir. Sur une motorisation électrique, hein, quelle que soit la forme derrière, que ce soit du stockage batterie ou autre, il n'y a plus de vidange. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus d'huile à recycler. On est vraiment sur un coût d'entretien qui est vraiment très bas. Un moteur électrique, c'est quasiment increvable si on le maintient comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des locomotives électriques d'ailleurs, hein. Oui, c'est pas pour rien. tout à fait. Ou des métros. Et puis le confort de conduite. Quand je dis confort, c'est un moteur électrique, c'est quelque chose qui a du couple. Oui. Et donc on a une boîte vario immédiatement. Donc on a plein d'avantages. On peut faire de la récupération d'énergie au freinage sur des remorques ou des tracteurs. Donc il y a plein de choses. Et la nouvelle actualité, je dirais, de l'AEF qui a boosté l'isobus, c'est de faire une norme de tout ce qui est électrique sur les tracteurs et les machines. En gros, la machine et le tracteur qui vont partager l'énergie électrique, c'est facile, mais quelle tension, quelle fréquence, si on est en alternative ou on continue. Et l'AEF est l'association qui permet justement de définir les normes aussi dans le domaine électrique. Estelle? Je voulais revenir, je partage tout à fait l'avis de Gilbert. En fait, on a vraiment un agrément, je vais parler d'agrément, hein, de folie avec ces véhicules électriques. C'est pas juste le côté couple, c'est vraiment un confort, je trouve. Pour avoir testé des véhicules électriques, j'étais très étonnée de ce feedback que nous donnent les pilotes d'agrément de conduite. On a plus l'impression que c'est relatif à la conduite d'une Audi, d'une Porsche, cette notion d'agrément. Mais sur les véhicules électriques, on le ressent de façon importante. C'est aussi une autre chose, comme vous direz, à propos de l'énergie, avec les freins aussi. Maintenant, nous récupérons 35% d'énergie dans les courses. Et aussi, c'est possible de faire un tour sans les freins, juste avec un pédale pour récupérer le moteur. Donc, pour ça, c'est très important pour le futur parce que 35% dans la poche, c'est très bien pour l'énergie. Il y a un autre sujet, là, j'écoutais de façon très attentive ce que disait Gilbert. Je suis tout à fait d'accord sur le côté finesse. En fait, derrière le terme d'efficience énergétique, il y a une réflexion globale sur comment participer au gain d'autonomie du véhicule. Je pense qu'on partage également ce point-là. C'est possible, d'une part, nous, au niveau des pneus, par la réduction, quelque part, de la quantité de matière. Notre pneu Formula I, pour vous donner un exemple, il a maigri de 20% entre la saison 1 et la saison 5, avec un niveau d'adhérence qui est meilleur que celui qu'il avait sur le sec et sur le mouillé. La deuxième illustration, c'est l'utilisation finalement des systèmes. On utilise de plus en plus les systèmes pour ajuster le point de fonctionnement du pneu, tirer la quintessence de la technologie du pneu. Donc ça, on comprend bien que c'est quelque chose d'assez technologique. Je crois vraiment dans le fait que de plus en plus, les systèmes, la simulation
vont nous accompagner pour le développement de ces véhicules. Olivier Leroy, on démarre avec le i100, le i200, le i300, le 400, le 500, 600, 700 et le 1000. Et le 1000. Mais quand? Et justement, comme Gilbert l'évoquait, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans la recherche d'autonomie et très clairement, ce qui va permettre de rendre possible la commercialisation en tant que telle de ces véhicules, ça va être l'autonomie. Effectivement, dire faire un tracteur avec une équivalence de 130 kW, par contre avec une autonomie d'1 heure, c'est bien pour un CIMA, c'est bien potentiellement pour un jury du CIMA, mais au-delà, dans la vraie vie, ça reste assez restrictif. Alors effectivement, je pense que les évolutions de recherche et développement sur les batteries vont nous permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, avec les évolutions telles que nous les avions pour sortir le i100, ça nous a permis de sortir un tracteur avec un équivalent de 50 kW pour des usages municipalité, vignes et ainsi de suite. Après, je pense qu'il y a aussi une autre chose à avoir à l'esprit, c'est la révolution industrielle que ça peut engendrer. Aujourd'hui, vous prenez un tracteur, en gros, c'est 10 000 pièces à la louche. Ces 10 000 pièces, à mon avis, lorsque vous remplacez la carburation diesel, les transmissions, etc., par, si je résume, un moteur et, on va dire, un variateur, là, ça va avoir un vrai impact, un vrai impact industriel. Et à mon avis, les sites de production vont aussi s'en trouver très clairement impactés avec une réflexion tout autre que nous devrons mener aussi. D'accord. Gilbert, pour finir, juste. Oui, donc en fait, il y a plusieurs choses qui concourent au même aspect. Je parlais de viticulture. Eh bien, sur un enjambeur viticole hydraulique, on perd énormément de puissance pour refroidir l'huile. Enfin, l'huile chauffe, il faut la refroidir. Donc, il y a deux aspects. Et cette perte de puissance, on va dire, sur un tracteur de 150 chevaux, il n'y a pas loin de 50 chevaux qui sont bouffés par cette perte de puissance. Parce qu'il faut refroidir l'huile, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'outils qui peuvent demander moins de puissance au tracteur parce que, justement, on va les électrifier. Je pense en particulier sur la pulvée, les ventilateurs. Et puis ensuite, sur l'agrément de conduite, quand vous avez un parc matériel qui est mixte, tracteur électrique, tracteur conventionnel, les chauffeurs se battent. Et ça, passer 8 heures dans une cabine de tracteur où on n'a pas de bruit par rapport à une cabine où on a un moteur derrière, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai juste une idée. Je me dis que peut-être dans l'émission Power Boost, on pourrait faire un challenge tracteur, pourquoi pas. Et Alan, on vous invite pour le premier challenge. Si les constructeurs, bien sûr, veulent proposer leur tracteur, vous serez peut-être notre invité d'honneur, Alan. Partant? J'aime beaucoup les compétitions avec ça, donc oui. Vous serez partant. Estelle, merci beaucoup. Alan, merci beaucoup. Gilbert et Olivier, merci d'avoir partagé cette émission. Et puis, merci à vous.